Now, my great... Alors, j'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter notre première conférencière d'honneur ce matin. Gloria Steinem est une écrivaine, une activiste politique et aussi féministe, une grande féministe basée à New York. C'est elle qui a fondé le magazine Miss Magazine. Et je veux lui dire que mon personnel, après que je suis devenu leader en 1975, lisait activement cette revue et vient juste de terminer son livre, son premier livre, My Life on the Road. Elle a aussi écrit My Life from Within, Outrageous Acts and Everyday Rebellions et Moving Beyond Words. Il y a 3 ans, Mme Steinem a reçu du président Obama la médaille présidentielle de la liberté. Ça, c'est la distinction la plus élevée que l'on donne à un civil aux États-Unis. L'une des choses qui frappe au sujet de Gloria, c'est le caractère à plusieurs facettes de son activisme. Non seulement c'est une écrivaine, c'est aussi une organisatrice hors pair. Elle donne sans cesse des conférences partout aux États-Unis et aussi ailleurs dans le monde. Et ici, à l'Institut Broadmet, on sait qu'elle a toujours lié son travail de prosélytisme à son activisme. Et elle s'occupe de ces dossiers sociaux depuis une 50aine d'années. Et je vous encourage à lire son livre le plus récent. Il y a un chapitre justement que j'ai mentionné, Conversations with Cab Drivers, conversation avec les chauffeurs de taxi. C'est un chapitre délicieux. L'une des citations que j'aimerais justement souligner. Dans un discours au National Press Club il y a quelques années, elle a dit, et je cite, « Vous savez, les gens me demandent souvent à cet âge qui je suis et à qui est-ce que je donnerai la relève, je passerai le bâton. » D'abord, je n'ai aucunement l'intention de laisser mon bâton à qui que ce soit pour l'instant. Je n'ai pas l'intention de capituler. Et elle a continué, j'utilise mon bâton ou ma torche pour allumer le feu des autres. Alors, je vous incite tous à allumer votre feu intérieur. Mesdames et messieurs, Gloria Steinem. Thank you. Merci beaucoup de m'avoir invité à me joindre à vous. Des grands cœurs, de beaux esprits et des espoirs progressistes. Et autrement dit, nous sommes exempts de Donald Trump. Et vous en faites pas, on ne va pas les lire. Et vous n'allez pas avoir un influx de citoyens américains parce que tout le monde va vouloir se réfugier ici. Et je suis très heureuse d'être ici avec Desmond Cole, dont j'admire beaucoup les écrits et le militantisme, ma bonne amie Michelle Landsberg, qui m'a enseigné tout ce que je sais aujourd'hui. J'espère qu'elle est satisfaite de moi. Et aussi parce que je suis heureuse d'être là, parce que c'est la culmination d'un long effort d'organisation au sein de l'Institut Broadbent. C'est c'est un mouvement pour établir des écoles pour les Autochtones que j'ai mené en collaboration avec des chefs autochtones. Je pense que nous sommes tous alignés sur le soutien du nouveau leadership, quel que soit l'âge de ces nouveaux leaders, de nous sensibiliser aux nouveaux enjeux et à nourrir les liens pour que notre tissu social se développe. Je pense que nous avons été longtemps assujettis à l'idéologie européenne, la convention hiérarchique. Je pense qu'on aurait compris si on avait davantage porté attention à la culture autochtone
que le cercle est une meilleure représentation de la vie. like this. Que ça ne prend pas une pyramide, mais plutôt un cercle. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre qu'en tant qu'être humain, on est lié. Et on est lié à l'environnement. Ça prend tout un changement de paradigme qui n'est pas facile, mais je pense que dès qu'on l'a à l'esprit, on ne peut plus jamais s'en départir. Je pense que ça commence par nos propres mouvements. C'est là où ces liens doivent s'établir parce que nos mouvements sont nés et ont grandi dans des silos. Pour parler de notre propre histoire américaine, nous, on a grandi avec le mouvement des droits civiques, le mouvement pour les droits civiques, le mouvement écologique, le mouvement gay, le mouvement pour les droits des gays et lesbiennes. Et c'est en fait inévitable que les enjeux de chaque groupe invisible soient en fait découverts de cette façon pour que ce qui était invisible soit visible et puis pour se nommer et pour nommer les problèmes et également décliner les solutions et le changement de mentalité qu'il faut pour régler ces problèmes. Mais à un certain moment, nous devons tous comprendre qu'on est tous interreliés et que tous ces mouvements sont en fait interdépendants. Et je pense que c'est là l'étape où nous sommes rendus maintenant. Nous commençons à voir ces liens. Le fait est que ces liens étaient toujours là. Le mouvement féministe a toujours été essentiellement provoqué par diverses formes de domination masculine qui voulaient contrôler la reproduction, ce qui signifiait qu'il fallait contrôler le corps des femmes. Et ça a toujours signifié que s'il y avait un système de caste ou de race en plus, alors cela ne faisait que redoubler la nécessité de contrôler la reproduction. Si vous regardez par exemple l'histoire de l'Inde, par exemple, il est clair que qu'il y avait des cultures matrilinéaires dans le Sud avant que les groupes à la peau plus claire descendent des Himalayas et imposent graduellement le système des castes qui nécessitait le contrôle de la reproduction. Afin de garder parce que pour garder une différence visible à long terme, il fallait contrôler le système de reproduction. Donc, le sexe et la caste étaient toujours reliés là-bas et ça a toujours été interrelié sur notre continent également. Ça a toujours été vrai que s'il y avait du racisme, eh bien, ce n'était pas possible de le maintenir sans le sexisme, sans contrôler les femmes, et sans contrôler la reproduction et sans décider qui aurait des enfants, avec quel groupe. Donc, il est crucial que nous voyons cette interrelation parce que de nos jours, on présente nos mouvements comme si ça n'a jamais été distinct, comme si ça n'a jamais été possible d'être féministe sans être contre le racisme. Ça n'a jamais été possible. Et on les présente comme si. Et la partie la plus tragique dans tout cela, pour moi, c'est que nous n'avons pas reconnu, bon, je parle pour mon propre pays, on n'a pas reconnu que les femmes de couleur et surtout les femmes noires ont toujours été dans des rôles de leadership dans le mouvement féministe. Et dans mon expérience personnelle, c'est là où j'ai appris le féminisme. C'était des femmes noires aux États-Unis que j'ai appris le féminisme. Et ça, c'était un peu accidentel. Bon, selon l'endroit où se trouve, je comprends que ça n'a pas été l'expérience de tout le monde, parce que le fait est qu'on vit encore dans une société où il y a ségrégation raciale. Mais je me rappelle que dans l'un des premiers numéros de Miss Magazine, on a fait un sondage national sur le féminisme.
C'était un grand sondage respectable de Lou Harris et il s'est avéré que les Afro-Américaines appuyaient les enjeux du mouvement et le mouvement en soi de l'ordre de 60%, mais chez les femmes blanches, c'était juste 30% d'appui. Et pourtant, on entend toujours dire que le mouvement était essentiellement un mouvement né qui trouve ses racines dans la classe moyenne blanche, alors que ça n'a jamais été uniquement cela. Et beaucoup de femmes, et pourtant cela montre qu'on a en fait rendu invisible beaucoup de femmes qui ont été des pionnières du féminisme. Et j'espère qu'on commence à voir les origines dans nos mouvements et d'avoir les liens dans nos propres mouvements. Mais je pense également qu'il faut maintenant, et oui, je dois dire que, bon, lorsque je suis sur les campus, des fois, on me demande comment se fait-il que les mêmes groupes soient contre les lesbiennes et la contraception. Cela leur semble irrationnel. Mais nous devons comprendre qu'en fait, le même désir de contrôler la reproduction et d'orienter toute sexualité vers la reproduction signifiait essentiellement que toute sexualité qui n'aboutissait pas à la reproduction était en fait immorale, et donc l'amour entre deux hommes ou deux femmes et toute contraception ou même toute reconnaissance du fait que la sexualité humaine a toujours été une façon de se rejoindre et d'exprimer l'amour et la compassion. Mais en fait, les monothéismes nous ont menti sur la reproduction, sur la sexualité humaine. Parce que, en fait, ça a toujours été le contraire de l'expression humaine. Et pourtant, on voit que ça reste d'actualité. Je suis ravi de voir que vous venez d'annoncer une autre victoire ce matin, parce qu'on a maintenant le droit à l'avortement en toute sécurité et en toute légalité. Et ensemble, nous marchons vers l'endroit où nous comprendrons que la liberté ou le droit à la reproduction, c'est un droit fondamental, tout comme le droit ou la liberté d'association et la liberté de parole. Donc, peut-être que nous nous dirigeons vers une autre façon fondamentale d'exprimer ce droit. Je ne sais pas comment on va l'exprimer. On pourra peut-être parler d'intégrité du corps, et que le pouvoir de l'État s'arrête là où notre corps commence. Que nous, hommes ou femmes, on a le droit de décider sur nous-mêmes de ce qu'on fera de notre corps physique. Mais dans nos systèmes juridiques, je pense qu'on n'y est pas encore. Alors, je pense qu'en nous dirigeant vers cette compréhension du lien, du fait qu'on est lié et non qu'on n'est pas dans une hiérarchie, qu'on doit comprendre également, on commence à comprendre également que les enjeux sont reliés. Et cela ne se reflète toujours pas dans la façon, enfin, au niveau des médias en tout cas, ça ne se reflète pas dans la façon d'aborder nos enjeux. Par exemple, nous parlons depuis un certain temps de mesures de stimulation économique, de relance économique. On parle de toute façon, de toutes les façons de la relance économique, mais dans nos médias aux États-Unis, je ne l'ai pas encore vu. C'est très rare, donc, d'entendre parler de salaire égal comme mesure de relance économique. Pour les femmes de toutes les races et de toutes les ethnies, d'être payées de la même façon qu'un homme blanc qui fait le même travail ou un travail comparable, ce serait la plus grande mesure de relance économique qu'on pourrait avoir. Aux États-Unis, ça mettrait 200 milliards de dollars de plus dans l'économie. Et ces femmes ne vont pas mettre ces fonds dans des comptes bancaires en Suisse. Mais non, elles vont dépenser l'argent. Et de plus, les familles monoparentales dirigées par une femme sont les familles qui sont le plus souvent pauvres et dont les enfants
ont le plus souvent besoin de services sociaux. Donc, le salaire, l'égalité salariale va réduire le besoin de ces services sociaux. Donc, on gagne sur toute la ligne. Mais jusqu'ici, ce genre de discussion n'a pas eu lieu. Prenez un autre cas. On parle de la violence conjugale et je suis très fier du fait qu'on a cette phrase et qu'on a rendu ce fait visible et qu'on a fait changer les lois et les procédures et qu'on a bâti des abris pour femmes battues. Mais nous n'avons pas encore reconnu le fait que la violence conjugale est liée presque à toutes les autres formes de violence, dans ce sens que si on a vécu de la violence dans sa famille, dans son enfance, ça normalise ce comportement ou à tout le moins, ça vous fait croire que c'est inévitable et donc on ne s'en sert pas comme indicateur de la violence à suivre. Par exemple, je pense à un cas particulier en Floride, le cas de M. Zimmerman, qui a en fait tué Trayvon Martin. Zimmerman avait été violent envers les femmes dans sa vie, et ça a été bien documenté, sa violence, mais cela n'a pas été changé, et non seulement cela, cette violence et ses condamnations pour violence n'ont même pas été reconnues lors de son procès pour meurtre de Trayvon Martin. Il est possible que si on avait compris que la violence conjugale normalise la violence et est reliée à la violence en dehors des domiciles, Trayvon Martin serait encore peut-être en vie. Et nos corps policiers. Encore une fois, je parle du point de vue des États-Unis et je n'ai pas encore trouvé de corps policiers où on fait le dépistage pour violence conjugale, non pas pour exclure toute personne ayant vécu de la violence conjugale, mais pour en être conscient, pour essayer de changer la donne. Et c'est directement relié à la violence raciste des policiers en dehors de leur foyer, parce que ce sont deux crimes liés à la suprématie. La violence conjugale et les crimes raciaux, c'est des crimes où il n'y a pas de gain monétaire. Et souvent, après des incidents de violence conjugale ou de tuerie en public, le criminel va se tuer lui-même. Et ce n'est pas pour un gain. C'est ce que je considère comme un crime motivé par la suprématie. C'est juste pour prouver sa suprématie. Et ce criminel n'a pas inventé cette idée, l'idée de la supériorité. C'est l'idée de la masculinité qui a dérapé parce qu'on a grandi en croyant qu'il fallait toujours contrôler la situation pour être un homme. Et si on faisait ce lien, alors ça pourrait profiter à tout le monde. Et maintenant, nous commençons à réaliser à quel point nous devons faire cela dans notre politique étrangère également. Par exemple, il y a un livre que je vous recommande et qui s'intitule « Amour et paix mondiale » par Valerie Hodson et beaucoup d'autres savants. C'est un livre tout de même lisible, même si c'est écrit par des universitaires, et qui étudie quasiment tous les pays et qui démontre, au-delà de tout doute, que l'indicateur le plus important pour un pays de sa violence à l'intérieur de ce pays, du pays même, ou du recours à la violence militaire contre tout autre pays, que ce n'est pas en fait la pauvreté ou l'accès aux ressources naturelles, ni la religion, ou même le niveau de démocratie. C'est plutôt la violence contre les femmes. Non pas parce que la vie des femmes soit moins précieuse, mais parce que la volonté initiale, ce désir initial de contrôler la reproduction signifie que les rôles qu'on a inventés pour les sexes, on les a inventés, donc on peut les changer, n'est-ce pas? Cette invention
de la supériorité de la masculinité et qui mène au contrôle de la reproduction. C'est ce qu'on voit souvent dans notre enfance et c'est souvent un problème de contrôle et fréquemment une question de violence qui finit par normaliser les autres cas de contrôle et de violence. Dans nos corps policiers, les familles des policiers vivent 2 à 3 fois le niveau de violence conjugale comparé à la population générale. Mais, à ma connaissance, nous ne vérifions pas cela, nous n'en discutons pas, ou nous ne faisons pas ce lien. Alors, nous devons établir ces liens, non seulement entre nous, non seulement pour comprendre qu'on est liés, qu'on n'est pas hiérarchisé, mais également entre nos mouvements et nos enjeux. Je suis très fier du mouvement Black Lives Matter et comme vous le savez, le mouvement féministe est né en partie du mouvement pour la paix, de notre mouvement pour les droits civiques et du fait que les femmes dans ces mouvements n'étaient pas nécessairement égales en tout temps. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles on a compris qu'il fallait un mouvement autonome. Donc, je voudrais juste m'assurer que vous sachiez que 3 jeunes femmes noires ont fondé ce gros mouvement maintenant décentralisé. Et ces femmes sont Alicia Gaza, Patrice Collis et Opal Tometi. Et je vous quitte sur ces 3 grands rôles pour l'organisation. Il faut mener avec amour, d'abord. Et puis, il faut minimiser son ego et accroître ou maximiser son impact. Et troisièmement, il faut avancer à la vitesse de la confiance. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Merci de votre attention. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, ça passe là. Merci beaucoup, Gloria, et bienvenue. Re-bienvenue au Canada. Je suis arrivé tard hier soir et je regardais la télé en m'installant dans ma chambre d'hôtel. Je vous ai vu en entrevue avec Chad de l'émission Q à CBC. Je ne me rappelle plus ce que je disais. C'était très bien l'entrevue, mais je me disais que ce matin, je ne sais pas combien de fois vous visitez le Canada, je me disais, bon, Gloria Steinem va se dire que tous les journalistes au Canada sont peut-être maintenant tous très beaux et éclairés, des hommes canons. Well, maybe that explains why I've been here. Cela explique peut-être pourquoi. En fait, je voulais juste m'assurer du fait que la révolution est en route, mais c'est pas tout à fait arrivé. Que ça, ce sont des expériences rares, ce genre d'entrevue que vous avez eu là. C'est un honneur de pouvoir vous adresser la parole ce matin. Je voulais vous demander, pour commencer, parce que je suis écrivain et j'aime le journalisme, mais c'est l'écriture qui me passionne. Et je me suis dit que bon, ça devait être quelque chose que je faisais même à mon insu parce que je gribouillais dans mon journal intime, dans mon enfance, et je me suis demandé quand est-ce que vous avez commencé à écrire. Je pense que j'ai commencé par lire, j'adorais les livres. Pour moi, la lecture, ça voulait dire que je commençais un livre et je terminais la lecture en fait en passant des nuits blanches.
je m'entendais des fois décrire ce que je faisais. Je disais des choses du genre, elle se lève et puis elle fait ceci et cela, et je ne sais pas pourquoi, c'est insensé. Mais c'était ma façon en fait, de fuir les livres de tous les jours. Je ne suis pas allé à l'école avant l'âge d'11 ans, donc je lisais constamment. Et je ne pensais pas que c'était possible. Je ne connaissais personne, surtout pas les femmes, mais je ne connaissais personne qui vivait de ses livres, de ce qu'il avait écrit. Donc ça m'a pris du temps, mais j'ai été grandement aidé dans mon désir de devenir écrivaine par un père qui avait deux fiertés. D'abord, il n'a jamais occupé un emploi, ce qui veut dire qu'il n'a jamais travaillé pour autrui, et il n'a jamais porté de chapeau. Il était extrêmement indépendant. Ça m'a permis de vivre avec ce que vous allez devoir peut-être accepter, c'est-à-dire d'avoir des revenus très inégaux. Alors, n'allons pas là, évitons ce sujet. D'ailleurs, pour vous qui êtes là, on vous a expliqué comment utiliser l'appli pour poser des questions, n'est-ce pas? Ça, alors, vous pouvez le faire. Et j'entends des gens dire oui, mais vous pouvez envoyer vos questions maintenant. Et pendant que nous parlons, je vais prendre des questions de l'assistance également. Oui, Gloria, vous parlez de la vie mouvementée des journalistes. Vous avez été journaliste et militante et vous n'avez jamais, en fait, vous n'avez rien trouvé d'anormal au niveau des conflits entre ces deux carrières. Est-ce que vous avez dû vous défendre devant des gens qui disaient que vous ne pouviez pas faire cela simultanément? En fait, je n'étais pas chroniqueuse pour un journal. Moi, j'écrivais toujours des articles. Mais on a l'obligation de présenter des faits vérifiés. Donc, on doit faire de notre mieux pour nous assurer que ce soit des vérités. Et donc, tant qu'on peut justifier ces prises de position, et en lisant l'histoire du journalisme, j'ai vu qu'avant l'invention de la télégraphie, les journalistes de l'époque, y compris même Winston Churchill, en tant que jeune journaliste en Afrique, utilisaient des formes littéraires, c'est-à-dire les essais. Et l'idée, c'était de mettre le lecteur à la place de l'écrivain pour lui faire vivre la même expérience. Et ce n'est qu'après l'invention de la télégraphie qu'on nous a donné le secret du quand, comment, où, et ainsi de suite, et la pyramide renversée. C'était donc à cause de la télégraphie et du fait qu'on utilisait la télégraphie. Et maintenant qu'on a la transmission simultanée, à cause, grâce à la technologie, les écoles de journalisme enseignent encore le quand, comment, où et qui, et ainsi de suite, mais on n'a plus besoin de faire cela. Et il me semble qu'il ne devrait pas y avoir de conflit entre le journalisme et l'écriture, à condition qu'on soit extrêmement prudent dans la présentation des faits et à condition qu'on soit conscient des impressions qu'on présente. Je pense qu'on a quelqu'un là-haut qui vérifie les faits. Je parle là d'Internet. Et la raison pour laquelle les vieilles écoles de journalisme persistent, c'est parce qu'on a foi en la fiabilité des faits. Et nous devons donc combler ce fossé d'une façon ou d'une autre. Je voudrais lire une citation de votre dernier livre, My Life on the Road, où vous avez dit que tout comme les femmes individuelles sont souvent sous-estimées, un mouvement féministe est également sous-estimé. Et je me demande, qui voyez-vous faire du bon travail chez vous ou à l'étranger actuellement et qu'on minimise, qui ne reçoit pas la reconnaissance méritée ou le soutien mérité? Eh bien, voici mon exemple du jour. Il y a un grand mouvement dans ce qu'on appelle le ghetto rose, les femmes qui sont disproportionnellement occupées par les femmes. Par exemple,
dans les emplois en santé, dans les soins à domicile. Et il y a maintenant des efforts de syndicalisation dans ces secteurs. Par exemple, les femmes domestiques, Hygiene Pool, il faut la chercher dans Google pour voir à quel point elle est fantastique. Et les infirmières, je pense que j'ai marché avec plus d'infirmières que toute autre profession. En fait, ma mère est infirmière et mes deux parents, en fait, sont des infirmiers. Et ma mère pratique toujours les soins infirmiers. Je pense qu'on ne voit pas cela, n'est-ce pas? On ne voit pas cela comme un mouvement massif qui a en fait permis d'obtenir des jours, les congés de maladie payés. Et voici mon plus grand espoir dans ce qui se passe maintenant. Notre mouvement syndical qui a été lancé par les femmes qui marchaient dans la rue et qui chantaient en faveur du pain et des roses, ça a été un peu déformé parce que c'est devenu à plusieurs égards un mouvement masculin ou un mouvement protectionniste. Donc, il me semble que qu'on a compris le côté pain, mais on a oublié les roses. Et maintenant, je vois ce secteur dominé par les femmes et où il y a syndicalisation de façon très organisée et très inclusive. Le secteur des femmes domestiques, on veut syndiquer des employeurs qui veulent être équitables et où on veut éviter en fait l'opposition entre les employeurs et les employés. Donc, je pense que ce que nous vivons, même si ce n'est pas très médiatisé, c'est la syndicalisation qui ressemble à ce qu'on a vécu dans les années 30. Quelqu'un dans l'auditoire me demande de vous demander de parler davantage de votre rêve d'avoir une école pour la syndicalisation. Alors, de quoi est-ce que ça aurait l'air? En fait, il faut quand même distinguer entre les bons et les méchants. Je pense qu'on vous a cité en train de dire que la bonne chose, lorsqu'on se fait botter le derrière, c'est que votre derrière ne va pas céder. Non, ça c'est très important. Merci d'avoir dit cela. Parce que, non, il faut se limiter aux faits. Ça vient de Florence Kennedy, avec qui j'ai donné des discours depuis des années. J'espère que vous vous rappelez de Florence Kennedy. Elle est incroyable. De temps en temps, je me gourre en public. Et puis, on se sent incompris. Et puis, on est désespéré parce que c'est pas ce qu'on voulait dire. Et ça m'est arrivé, c'est comme un peu ça m'est arrivé plutôt dans une émission tard le soir de comédie où on vous coupe en plein milieu d'une phrase. Et Flo disait que le problème avec le coup de pied dans le derrière, c'est que c'est pas qu'on vous donne le coup de pied au mauvais moment, mais que ça garde le derrière, votre derrière reste sensible. Donc, ça veut dire que donc, Willie Mankiewicz et moi, on en parlait. Et c'est arrivé lorsqu'on a commencé à avoir des syndicalistes très doués, mais sans endroit où aller se perfectionner, à moins qu'on les envoie au Canada. Donc, on a commencé à y penser. Et on a commencé par se dire que ça ne pourrait pas être sur un campus parce qu'on ne voulait pas que ce soit universitaire. Et puis, on a compris que le Smith College a les plus grandes archives au monde sur les groupes féministes et non pas seulement Planned Parenthood, mais sur des petits groupes de proximité également. Donc, on a décidé d'aller là-bas, même si ça reste très important que les gens puissent aller
vers des groupes qui les intéressent. Mais je reviens du Smith College, où il s'est passé quelque chose qui m'a échappé. Il y a un cours sur le travail domestique d'un point de vue historique, et les femmes qui suivent ce cours se basent sur les archives pour vérifier le passé et pour aider les femmes qui font de la syndicalisation à Boston, au Massachusetts. Donc, les étudiants sont responsables non seulement d'avoir de bonnes notes, mais également envers les travailleurs de Boston. Donc, ça aide dans le présent. Et ça, c'est quelque chose que nous, on n'avait pas pensé. Donc, on y a pensé comme une forme de formation pour les syndicalistes individuels, mais je pense qu'avec un peu de chance, ça va établir les liens entre les universités et le militantisme. Je sais que partout où vous passez, on vous pose des questions sur les primaires actuelles pour la présidence, et il y a un nom qui revient constamment. Je ne voudrais pas nécessairement parler de cet individu en soi, mais à une question posée sur Donald Trump, à Hillary Clinton et Bernie Sanders. Et de façon très percutante, Sanders et Clinton ont dû répondre à la question de savoir s'ils croient que Donald Trump est raciste. Et ni l'un ni l'autre a dit oui. J'ai mes propres sentiments sur Donald Trump. Et je serai dans le foyer plus tard pour en discuter. Et lors de la réception ce soir, dont M. Broadbent parlait. Mais je voudrais savoir honnêtement ce que vous pensez du fait qu'en 2016, avec le racisme très ouvert de ce monsieur, pourquoi cette timidité chez leurs adversaires? En fait, moi, je ne brigue aucun mandat, donc je suis très heureuse de dire qu'il est raciste. Et je voudrais ajouter autre chose, parce que lorsqu'on demande aux gens pourquoi est-ce qu'ils les appuient dans les sondages d'opinion, ils disent que c'est un homme d'affaires qui a réussi. Donc, j'aimerais dire qu'il n'a pas réussi comme homme d'affaires. C'est un arnaqueur hors pair. Quelqu'un a compris que s'il avait tout simplement investi au taux du marché, les 200 millions de dollars qu'il a hérités de son père, il serait plus riche aujourd'hui parce qu'il a fait faillite à plusieurs reprises. Donc, il n'a pas réussi comme homme d'affaires. C'est un arnaqueur, c'est un filou et c'est un candidat protestataire. Il est également vrai que moi, je suis toujours optimiste, donc je vais donc me contenter de dire que la seule chose heureuse à laquelle j'ai pu penser aujourd'hui, jusqu'ici, en le regardant à la télé. Et en passant, lui, il a classé une femme comme n'étant plus un 10 alors qu'il n'a jamais été égal à un 1. Donc, il commente sur les corps des femmes en disant qu'il aurait fréquenté sa propre fille. Oui, merci pour cette réaction. Je trouve cela incroyable que quelqu'un comme lui puisse se présenter et être aussi téméraire. Et pourtant, ses opposants politiques semblent avoir peur de l'appeler par son nom ou de dire exactement ce qu'il représente. Je me demande ce qui se passe là. Eh bien, je ne connais pas la réponse à ce qui se passe ou de ce qui se passait dans la tête de Bernie Sanders. Parce que, d'une part, pour être équitable, ça aurait pu être dû au fait que le racisme est tellement omniprésent, dans ce sens que tout le monde l'a ou le vit. Et c'est ce qu'il pensait peut-être, mais je ne sais pas. Il me semble tellement clair, vu ses politiques sur l'emploi, je ne sais pas. Pourquoi ne pas leur poser la question? Est-ce que vous avez leur numéro de téléphone? Non. Il faut les amener sur Skype dès maintenant. Autre question de l'auditoire sur Common Cause et comment dépasser l'élitisme. Voulez-vous parler un peu de l'idée de Common Cause et comment les gens peuvent Bon, je pense que la question est claire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus.
Je pense que le meilleur argument contre l'élitisme, c'est que c'est ennuyeux. Parce que je ne pense pas. Je pense que les gens deviennent les meilleurs alliés lorsqu'il y a d'abord empathie. Et avec l'empathie, il faut se rassembler de cette façon et être ensemble physiquement. Et il s'avère que l'oxytocine, le produit chimique qui nous permet non seulement de connaître l'autre, mais également de faire preuve d'empathie. J'ai demandé à un ami neurologue si ça pouvait se reproduire. Bon, j'ai beau aimer les livres, est-ce qu'on peut reproduire cela sur une page ou à l'écran? Et elle a dit, mais non, il faut être présent dans l'espace physique de l'un et de l'autre, et je pense que c'est important. La façon dont les gens s'isolent constitue une grande partie du problème. Et je pense que la soi-disant élite, en fait, je parle en mon nom propre, et je crois que je suis devenu une alliée plus fiable lorsque je suis revenu de l'Inde, où j'ai vécu 2 ans après ma sortie du collège. Et là, j'ai compris que si je marchais dans mon voisinage, j'aurais pu devenir aveugle ou souffrir de la cécité des neiges parce qu'il y avait tellement de blancs. Et je me suis dit, où est tout le monde? Et puis, je me suis emporté contre moi-même. Comment osent les autres me dire qui devrait être mes amis et où je peux vivre, ainsi de suite. Donc, une combinaison de l'empathie et de la colère qu'on ressent nous-mêmes. Avez-vous déjà regardé l'élite? Et se limiter à l'élite, c'est vraiment ennuyeux. J'étais sur un avion avec une femme qui était, et je ne savais pas, mais il y avait aussi un investisseur et elle allait parler justement à l'école de Harvard. Et on a découvert que ni l'un ni l'autre n'avait de respect pour la Harvard Business School, l'école d'administration des affaires de Harvard, parce que, parce que les gens remportent toujours beaucoup d'argent lorsqu'ils sont diplômés. Et on a décidé qu'on devrait enseigner un cours ensemble, cette femme et moi, qui s'appellerait « L'argent, c'est ennuyeux ». Et c'est vrai, c'est ennuyeux. Et ensuite, on s'est dit, on va organiser un séminaire. Combien il faut pour être heureux? Alors, je pense qu'il faut une combinaison d'intérêt pour soi-même éclairé et de compassion qui est la solution. J'ai une autre question pour vous. Ed Broadbent a parlé de cette jeune génération d'Américains qui sont vraiment énergisés par rapport à la scène politique. Et beaucoup sont de jeunes hommes. Et donc, la question du public est quel est le conseil que vous donneriez aux adolescents par rapport à... attention à l'empoisonnement par testostérone. Alors, évidemment, c'est pas immuable, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais attention, prenez garde à la déshumanisation qui vient avec l'idée de la notion de masculinité. C'est comme si l'ensemble des qualités humaines sont arbitrairement associées, ou 2 tiers de ces qualités sont arbitrairement assignées au masculin et le tiers au féminin. Et c'est vrai que les femmes sont plus démunies, mais les hommes aussi ont des lacunes. Alors, et ça arrive aux petits garçons plus tôt, évidemment, disons de l'âge de 5 à 8 ans, alors que chez les filles, c'est vers l'âge de 10 à 11 ans que là, on se fait assigner un rôle, un carcan lié à son identité sexuelle. Et je dirais donc à ces adolescents, reconnaissez votre nature entière en tant que personne et acceptez que c'est la base de vos relations avec les autres. Parce que des fois, je pense que le monde est divisé en 2 types de gens. Les gens qui divisent le monde entre 2 types de personnes et ceux qui ne font pas la distinction. Alors, je les encourage à ne pas diviser le monde en 2 types de personnes. Et
J'écris toutes sortes de notes pendant que vous parliez et j'avais toutes ces questions. Alors, moi, je pourrais passer beaucoup de temps encore à vous poser des questions. Et puis, on pourrait évidemment se mettre en trouble. Alors, malheureusement, je dois donc terminer notre conversation. Oui, ben, je suis à vous. Alors, je veux vous remercier encore une fois pour l'œuvre de votre vie, vos écrits, votre militantisme et l'inspiration que vous nous avez donnée à tous. Et aussi d'avoir partagé la scène avec nous. Et moi, je veux vous remercier de me donner espoir dans l'avenir. Bonjour, je suis Michel Landsberg. Merci. Alors, comment est votre niveau d'oxytocine? Alors, Gloria a dit qu'il faut qu'on soit en contact personnel étroit pour qu'on ait cette libération d'oxytocine. Alors, je dois dire que c'est un vrai plaisir d'être en contact étroit avec l'un de mes anciens héros et l'un de mes nouveaux héros, Gloria et Desmond, respectivement. Alors, je suis celle qui va donc clore la séance, donc je ne vais pas vous retenir longtemps. Je voulais simplement vous dire que je connais Gloria depuis maintenant des dizaines d'années. Je la connais, c'est une amie, et je peux vous dire avec certitude que je n'ai jamais utilisé, je l'ai jamais entendu utiliser le mot intersexuelle nationalité. Elle ne le vit pas. Elle ne dit pas, elle le vit. Et dès le début du mouvement dans lequel elle a joué un rôle si important, elle a vraiment ouvert une nouvelle piste. J'ai rencontré vers la fin des années 70, quand elle est venue à Toronto pour parler en faveur des droits à l'avortement. Et avec elle, il y avait Flo Kennedy, justement, qui était là, elle l'a mentionné, et qui a été absolument extraordinaire sur la tribune et très drôle. Et je ne savais pas à ce moment-là, mais c'était la façon d'être de Gloria Steinem. Partout où elle allait dans le monde, partout où elle faisait des conférences, et comme le documente son livre le plus récent, je vous encourage à le lire, elle a toujours été en alliance avec des féministes d'autres cultures et d'autres couleurs bien avant la création de cette notion de l'intersectionnalité. Alors, je pense que c'est vraiment merveilleux qu'on l'ait associé justement avec, qu'on l'ait placé sur la tribune en duo avec Desmond Cole, parce que elle a beaucoup fait, évidemment, pour dénoncer la violence des forces policières contre les Noirs, la stupidité de les dangers, l'injustice. Et Desmond est devenu une voix très importante dans les médias, juste au moment où Black Lives Matter fait aussi la manchette. Alors, pendant plusieurs années, j'ai personnellement été effrayé par l'iniquité qui semble avaler les jeunes générations dans un miasme de désespoir. J'ai été vraiment attristé par l'iniquité envers les Premières Nations. Et comme vous, j'ai été terrorisé par notre course emballée vers la catastrophe climatique. Mais il y a maintenant des sources d'espoir qui surgissent partout autour de nous. Occupy a créé une sensibilisation au 1%. Les femmes qui demandent justice pour les femmes disparues, les femmes autochtones disparues. Et finalement, dans les recommandations de la Commission sur la vérité et la réconciliation. Et maintenant, nous allons pouvoir enfin reculer. Black Lives Matter, justement, s'insurge contre les assassinats insensés. Et
Actuellement, il y a justement une manifestation devant le siège social de la police de Toronto. Et aussi l'exigence, la demande pour la réforme électorale est tellement forte maintenant que même les libéraux nous promettent d'agir. Et le féminisme, qui est le mouvement qui me tient à cœur personnellement, ressurgit et trouve sa place dans tous les autres mouvements d'activisme social actuels. Mon fils, Avi Lewis, me dit que il y avait le parfum de Sweetgrass à Black Lives Matter la dernière fois qu'il y était, et qu'un groupe qui manifestait sous la bannière « Nous croyons les survivants » s'était dépêché pour joindre les rangs de ceux de Black Lives Matter. Donc, il y a convergence de tous les... Alors, on ne doit pas laisser l'Internet nous distraire des forces vives qui animent ces mouvements. Et je sais comment il est facile de se laisser atteindre par tous les commentaires extraordinairement blessants que l'on trouve sur Internet, blessants et inutiles. Et finalement, nous avons, notre propre printemps nord-américain. Alors, j'espère que le Caire en prend note. Alors, et où tout cela nous mène-t-il? Chaque mouvement aura-t-il son moment au soleil pour en se disparaître? Alors, cela m'inquiète. Est-ce que les mouvements peuvent changer la société par l'entremise, par le biais du gouvernement? Mais il y a évidemment un écart entre la pureté et la force de leur vision, de notre vision, et le pragmatisme des partis politiques. Oui, encore une fois, on a 7 jours avec les résultats électoraux. Il y a récemment, justement, tout le pays a poussé un soupir de soulagement parce on s'est enfin débarrassé du joug de Harper. Mais il y a eu plusieurs pas positifs sous le régime Trudeau, mais je ne suis pas optimiste par rapport aux dangers, aux risques que nous courons par rapport vis-à-vis de la catastrophe climatique. Laissez-moi honnête. Il y a un autre parti qui ferait beaucoup mieux dans la matière. Il n'y a pas d'autre façon d'apporter un changement durable et important que par le biais du gouvernement. Et le meilleur changement est le changement qui vient de la base. Alors, comment pouvons-nous y arriver? À mon avis, en tant que néo-démocrate toute ma vie, je pense que tous les mouvements sociaux comme Occupy, comme Idle No More et la réforme électorale seront les forces vives du nouveau Parti démocratique. Mais seulement si le parti se tourne vers les gens. Si les néo-démocrates sont sur la ligne de front et dans les cuisines, de même que dans les arrière-boutiques avec Black Lives Matter et Sisters in the Spirit, si le parti est là tous les jours à se sensibiliser aux passions et aux principes, à apprendre, s'il est franchement ouvert à cet apprentissage, alors à ce moment-là, le monde pourra peut-être éviter la catastrophe. Et je pense que c'est vraiment la seule solution pour nous. Alors, je ne me fais pas d'illusions, ce ne sera pas facile ni harmonieux. Il y a évidemment des gouffres dans l'entendement des divers groupes, des méthodologies et des objectifs complètement différents. Et il y a aussi des guerres de territoire, il y a des problèmes de hiérarchie. Et évidemment aussi l'attachement au pouvoir. Et ce que nous, à la gauche, avons appris il y a longtemps, c'est que plus la pointe de tarte est petite, plus la guerre pour le pouvoir devient vicieuse, devient méchante, et plus on s'accroche pour avoir sa petite part. Et ça remonte loin. Moi, je me rappelle à toutes ces guerres. Mais nous sommes à la 11e heure. Et c'est maintenant nécessaire que tous ceux qui sont sincèrement progressistes unissent leurs voix pour sauver la Terre et nous sauver. Prenez l'exemple
du manifeste LEAP. Vous avez tous entendu parler et vous avez vu la panoplie des forces qui ont signé ce manifeste pour sauver la Terre. Et toutes ces voix se sont unies. Les Premières Nations, le mouvement syndical, le mouvement féministe, tous ces groupes se sont unis par rapport à cet enjeu clé. Alors, c'est évidemment important que l'on puisse faire preuve de flexibilité, qu'on s'écoute davantage et qu'on accepte de joindre la main, de serrer les coudes. Je me rappelle justement quand on avait manifesté devant Queen's Park. Vous vous rappelez des jours de l'époque Mike Harris? Alors là, un des gardiens de sécurité de l'Assemblée législative est descendu l'escalier et il m'a soufflé dans l'oreille. Et moi, j'étais parmi les manifestants et je pensais qu'il allait me menacer, mais non. Il a souri puis il m'a dit, en me soufflant dans l'oreille, OBU. Il dit, Remember the Wobblies, un seul grand syndicat. Incroyable. Et donc, à la lumière de cette, justement, avec le souvenir de cette solidarité, laissez-moi vous dire que le moment est venu, la place est ici, et on peut, en fait, faire encore mieux que ce que Bernie nous promet. On doit et on le peut. Merci beaucoup.